on va parler de Camargue, avec des perspectives aussi autant de chercheurs camarguais que de chercheurs américains. Et enfin, on aura un panel sur les questions des luttes environnementales. Tout de suite, j'accueille Lucille Leclerc, qui va nous parler de ce phénomène qui est vraiment assez inconnu, en tout cas, moi je n'étais pas au courant, qui est ce qu'elle qualifie d'un véritable hold-up sur la Terre qui est en place. Donc, j'accueille Lucille Leclerc, que je remercie de venir avec nous. Ouais. Okay. Ouais. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'événement. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous parler de terre agricole. La terre agricole recouvre 54% du territoire français, donc c'est un peu plus de la moitié de la France. C'est un des biens les plus précieux puisque c'est le réservoir de notre alimentation. En tant que journaliste, j'ai fait une enquête et je me suis aperçue qu'aujourd'hui, des grands groupes industriels achètent de la terre agricole. Alors, l'accaparement des terres, on en avait déjà entendu parler. Moi, avant de faire cette enquête, je pensais plutôt au Brésil, à Madagascar. Et je me suis aperçue que depuis le début des années 2010, des milliers d'hectares sont acquis par des grands groupes en France. Alors, on a tous des coins de campagne qu'on connaît, mais est-ce qu'on sait que c'est des groupes qui achètent le foncier agricole? L'objectif de mon livre Hold Up sur la Terre, c'est de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ombre. Un hold-up, tout le monde sait ce que c'est s'approprier un bien qui n'est pas le vôtre. Je vais vous donner un exemple. On sait tous que la France est un gros producteur de céréales. En Camargue, par exemple, on produit du riz. Si vous allez à Port-Saint-Louis-du-Rhône et que vous sortez du village, que vous prenez les chemins de campagne, vous allez voir quoi? Des champs. Et rien d'autre. Pourtant, il y a une exploitation qui est la plus grosse ferme de Camargue, qui appartient à un groupe industriel. Mais personne ne le sait. En fait, les riverains, parfois, ne sont même pas au courant. Si vous voulez, au-dessus des champs, il n'y a pas d'enseigne. Et cet accaparement par les groupes, c'est difficile parce qu'on ne voit pas les choses. Et ce n'est pas dans une région, c'est dans toutes les régions. Ce n'est pas dans une production, c'est dans toutes les productions. On a l'impression que rien ne change, mais tout change. Alors, ce dont je me suis aperçue en faisant cette enquête, c'est que la terre, c'est pas qu'une histoire de patrimoine, c'est aussi l'avenir qu'on dessine. Vous vous en rappelez peut-être, il y a 6 ans, un achat avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Un industriel chinois au sud d'Orléans, c'était en 2016, avait acquis une immense surface de terre agricole. 25 fois la taille moyenne d'une exploitation, 1700 hectares, pour cultiver des céréales, pour alimenter sa chaîne de boulangerie en Chine. On sait que les Chinois ont une politique d'acquisition de terres dans le monde entier, parce que leur sol est pollué, donc ils cherchent à assurer un approvisionnement sain en achetant des terres agricoles ailleurs. Et donc, voilà, il n'y a pas que les Chinois qui achètent des terres. Ce dont je me suis aperçue, c'est qu'on parle souvent du mythe de l'envahisseur, parce que c'est aussi très médiatique. En réalité, ce sont beaucoup des groupes français qui achètent. En fait, ce sont seulement 2% d'acheteurs étrangers qu'on trouve sur le marché foncier en France. Et sur ces terres, les agriculteurs passent sous la direction d'un groupe. Donc, qui fait le plan de culture? Qui décide des rations alimentaires pour les animaux? C'est le groupe. Mais quand c'est un groupe qui gère cette terre, c'est la disparition du savoir-faire de l'agriculteur.
Il n'y a que le paysan qui connaît sa terre. La terre, c'est un organe vivant. Et quand elle est gérée à distance par des agromanagers, il n'y a plus de lien entre le paysan et la terre. Et c'est ça qui me frappe. On prend en considération une ferme comme une entreprise lambda alors qu'on gère du vivant. Vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas une bonne chose que des groupes industriels puissants s'intéressent au secteur agricole qui connaît une crise depuis plusieurs années? J'ai rencontré pendant mon enquête des agriculteurs qui préfèrent être ouvriers salariés pour un groupe plutôt qu'être agriculteurs indépendants dans un contexte économique incertain. Quand le cours du porc est à 1,10 €, que vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer l'aliment pour nourrir votre élevage, vous n'êtes pas tranquille. Il y a un malaise profond. Depuis les années 80, le taux d'endettement des agriculteurs a été multiplié par 5. Un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et on comprend que les groupes sont aussi des solutions pour un monde en crise. Avant de vous passer la parole, peut-être si vous avez des questions, il y a un point que j'aimerais aborder. Moi, j'ai le sentiment d'un retour en arrière. Avant, les agriculteurs étaient maîtres chez eux. Grâce à d'âpres combats, ils étaient devenus locataires ou propriétaires de la terre. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'arrivée de groupes qui relèguent l'agriculteur au rang de simple exécutant remet en cause finalement des victoires qui ont été acquises par les générations précédentes. Alors, avant de vous passer la parole, peut-être un tout petit mot sur le contexte politique. En fait, ce qui m'a intéressée, c'est pas de faire... de dénoncer en fait des groupes multinationaux qui avancent dans la campagne en France, c'est plutôt de raconter en fait le contexte politique qui a amené à ce qui pour moi sont des dérives. Si vous voulez, en France, les choses sont assez bien faites. On a une autorité qui est chargée de veiller à ce que la terre agricole reste entre les mains des agriculteurs. Cette autorité, vous la connaissez peut-être, c'est la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elle a été créée dans les années 60 avec, si vous voulez, à l'époque, on sort de la Seconde Guerre mondiale, la population a connu la faim et les difficultés d'approvisionnement alimentaire ont amené une prise de conscience sur la nécessité de réguler le marché de la terre. Et donc la SAFER est créée avec cette idée simple, la terre, c'est pas un bien comme un autre, on ne peut pas la vendre à n'importe qui. Et donc, la SAFER devient, dans les années 60, devient le bras armé du ministère de l'Agriculture. Et nous, on est les héritiers de cette époque-là, puisque aujourd'hui, les SAFER existent toujours. On en a une par département. Donc, si je reviens à ce qui se produit actuellement, est-ce que les autorités jouent toujours leur rôle? Alors, la SAFER est censée protéger les terres justement et les aider en fait à la distribution entre les agriculteurs. Aujourd'hui, on voit qu'elle est capable de vendre à des groupes industriels. Et quand j'ai demandé à la SAFER, à Emmanuel Liest, le président des SAFER, pourquoi la SAFER autorise la vente de foncier à des groupes, je n'ai pas reçu de réponse. Et c'est ça qui me frappe, en fait, c'est l'omerta autour de ce sujet. On parle depuis ce matin de ce que peut apporter l'histoire environnementale. Pour moi, l'histoire de la terre agricole en fait pleinement partie. Et moi, ce qui me frappe en tant que journaliste, c'est le manque d'informations tout simplement qui existe sur ce sujet. Je me demande pourquoi on n'a pas plus de transparence sur le marché foncier agricole et pourquoi les groupes industriels ont des facilités pour acheter de la terre. Pour moi, ces décisions, elles devraient être prises de manière démocratique plutôt que de laisser une minorité décider de manière opaque. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a une question juste derrière. Bonjour, je voulais savoir... Bonjour, je voudrais savoir quel est le pourcentage des terres agricoles détenues par les grands groupes aujourd'hui. Merci pour votre question. Alors, si vous voulez, en fait, sur les 26 millions d'hectares de terres agricoles en France,
Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le pourcentage de ces hectares qui est détenu par des groupes, parce que ces achats échappent à l'appareil statistique. Et pour moi, c'est important de se poser ces questions, de justement, voilà, en fait, quelle est l'ampleur du phénomène? Moi, j'ai analysé une quinzaine de cas, donc des entreprises multinationales qui achètent du foncier agricole pour maîtriser la chaîne de A à Z et sécuriser l'approvisionnement, si je reprends leur vocabulaire. Mais à grande échelle, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de mesure de cette évolution. Et pour moi, c'est important de se poser cette question parce qu'il y a des conséquences importantes, notamment pour notre alimentation. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si ces groupes sont des groupes agroalimentaires ou simplement venant de l'industrie ou autre chose. Alors, les groupes sur lesquels j'ai enquêté sont en majorité des groupes de l'industrie agroalimentaire. Il y a aussi des groupes de l'industrie pharmaceutique et dermocosmétique. Si je prends l'exemple de Pierre Fabre qui est installé dans le Tarn, en fait, c'est des produits dermocosmétiques et Pierre Fabre, pour maîtriser sa matière première, produit lui-même des céréales, des fleurs. Si on prend l'exemple de Chanel autour du Pays de Grâce, Chanel produit des fleurs pour ses parfums. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est sur ces deux secteurs sur lesquels j'ai enquêté. Oui. Et en fait, ouais. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quels sont ces groupes, vous avez déjà parlé, et j'aimerais savoir également quelle est leur nationalité. Quelle est leur nationalité? Ouais. Parce que j'ai entendu parler de groupes saoudiens ou autres arabes qui cherchaient à acquérir des terres en Afrique, entre autres. Merci. Alors, les groupes sur lesquels j'ai enquêté, ce sont des groupes de nationalité française dans leur grande majorité. Et en fait, ce qui m'a paru assez intéressant au cours de l'enquête, c'est qu'en fait, souvent, ça peut être par exemple des entreprises familiales ou des entreprises du coin, c'est-à-dire dans le sens où on leur vend déjà la production. Et pour des entreprises qui ne sont pas forcément basées déjà dans le secteur agricole, c'est plus difficile en fait d'acheter de la terre. Ensuite, voilà, pour vous... en fait, je vous invite à lire mon livre pour découvrir les noms des entreprises sur lesquelles j'ai enquêté. Ma démarche, c'est vraiment de parler plus généralement en fait, de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu médiatique parce que c'est mettre la lumière sur les agissements de certains groupes. Mais ce qui m'a vraiment captivée, c'est aussi la vulnérabilité du milieu agricole. Face à ces nouveaux investisseurs, il y a un sentiment en fait partagé, complètement mêlé au sein de la population agricole, puisque les agriculteurs sont parfois les premiers bénéficiaires de l'arrivée de ces groupes. Je parlais un peu plus tôt de ceux qui se lancent et qui préfèrent être agriculteurs salariés plutôt qu'être agriculteurs indépendants. Il y a aussi des agriculteurs qui sont proches de la retraite, qui sont endettés. Et personne ne veut racheter leur ferme. Donc dans mon livre, je raconte comment des groupes industriels rachètent à des agriculteurs proches de la retraite. Vous voyez, c'est pas simple. En début d'année, l'État a promis un plan de sauvetage de 270 millions d'euros pour soutenir les éleveurs, parce qu'il y a des grosses difficultés économiques dans le secteur, on le sait. Et en fait, ces difficultés sont vraiment des conditions favorables à la progression de groupes qui cherchent à étendre aussi leur pouvoir et leur surface économique. Merci beaucoup. Et donc, on va avoir la chance de pouvoir poser beaucoup plus de questions pendant la table ronde, puisque Lucile en fera partie. En tout cas, merci Lucile pour cette... Je termine juste avec un tout petit mot de conclusion. Pardon, j'ai plus mon PowerPoint, c'est pas grave. Alors, simplement pour
Pour terminer, j'ai constaté aussi que l'achat de terre n'était pas toujours facile. Voilà, quand on est un groupe industriel. Par exemple, dans le département du Nord, où Auchan a voulu reprendre des terres pour cultiver des légumes pour approvisionner son magasin, tout un village a lutté contre la ferme Auchan. C'était en 2019. Cette ferme, c'était le projet pilote d'un projet agricole en fait, de Auchan qui était beaucoup plus vaste puisqu'il concernait 5000 hectares. Donc c'était vraiment un projet test. Et ce projet test, en fait, donc, tout un village s'est mobilisé pour dire qu'il n'était pas question que Auchan reprenne ces terres pour les cultiver. Et aujourd'hui, on peut se demander si ce projet n'a pas été annulé. En tout cas, Auchan n'a pas, après la mobilisation, n'a pas donné suite. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est sinon annulé, au moins gelé. Ce qui est certain, c'est que la terre agricole, c'est une ressource précieuse, puisque c'est l'indépendance alimentaire. Donc de tout temps, ça a été un enjeu. De tout temps, il y a eu des conflits pour l'accès à la terre. Et tout le sens de mon enquête, c'est de comprendre comment la terre se partage et quelles leçons on peut tirer de qu'est-ce qu'on peut voir et apprendre aujourd'hui de l'époque actuelle. Je serais ravie de continuer à échanger voilà, pendant aujourd'hui et demain. Et j'ai aussi quelques livres à vendre pour ceux qui seraient intéressés pour lire le bouquin. Merci beaucoup. Merci. On continue la discussion tout à l'heure pendant la table ronde. Maintenant, j'appelle Véronique Mur à venir nous parler des espèces